Et après, il faut toujours faire les 5. Mais on va privilégier l'un ou l'autre en fonction de ce que ressent notre enfant et de ce qui comble son besoin d'être aimé. Je trouve ça très beau, cette manière de dire aimons en acte. On pourrait dire que ça nous engage aussi à n'aimer pas de mots, comme dit Saint Jacques, mais en acte et en vérité. C'est pas purement intellectuel, c'est pas purement spirituel d'aimer nos enfants. Ça nous engage dans le concret de notre existence. Bonsoir à tous, je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée du RASO et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour un nouveau webinaire du RASO autour de nos thématiques de la vie de famille et de l'éducation. Je suis en compagnie ce soir de Marie Bahurel. Bonjour Marie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur le RASO, vous le connaissez certainement tous, mais on ne sait jamais. Le RASO, c'est l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Et donc, nous avons pour mission d'accompagner tous ceux qui ont fait du scoutisme chez les guides et scouts d'Europe dans leur fidélité à leur promesse de faire rayonner le scoutisme dans la société et de soutenir le développement du scoutisme pour les générations futures. Et donc, ce soir, nous nous retrouvons plutôt dans le cadre de notre vie de famille. Et nous allons parler des langages de l'amour, des 5 langages de l'amour avec Marie. Alors, vous connaissez très certainement tous Gary Chapman, qui avait justement écrit ce titre sur la théorie des 5 langages de l'amour. C'est un pasteur américain, Gary Chapman. Marie nous en fera un petit peu la découverte plus approfondie tout à l'heure. Mais sachez que cette théorie des 5 langages de l'amour, qui au départ avait été écrite pour les couples, fonctionne aussi pour les enfants. Et c'est justement ce que nous allons explorer ce soir. Alors Marie, vous êtes mère de famille et professeure de philosophie. Euh, vous n'enseignez plus la philosophie maintenant, vous faites de la formation pour adultes au sein de l'enseignement catholique auprès des enseignants et des directeurs d'établissement. Et vous êtes l'auteur d'un excellent ouvrage aux éditions MAM qui s'appelle Histoire pour mieux aimer, les 5 langages de l'amour expliqués aux enfants. Alors, je peux le dire, si j'ai testé et approuvé, et mes enfants aussi. Et donc, vous allez aussi régulièrement dans les écoles raconter des histoires aux enfants sur l'amitié, le bonheur, etc. Et donc, voilà, ce soir, nous allons explorer ces langages de l'amour et pour justement pouvoir les parler avec nos enfants. Alors, cette conférence va se dérouler sous forme de dialogue entre Marie et moi-même. Vous pourrez tout à fait poser vos questions. Il y a 2 onglets pour ça, un onglet qui s'appelle Q&A en bas et puis le chat qui est ouvert aussi si vous le souhaitez. Je vais surveiller au fur et à mesure les, comment dire, les 2 onglets pour être sûr de ne rater aucune question. Si vous avez des choses qui ne sont pas tout à fait claires dans ce qu'on peut vous dire avec Marie, n'hésitez pas. Bon, je vérifierai de temps en temps qu'il n'y a pas de point d'incompréhension et ensuite on réservera vos questions à la fin de notre conférence. Alors voilà, j'ai expliqué un petit peu le déroulé de cette conférence. Donc nous allons démarrer. Marie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le best-seller sur lequel s'appuie le thème de ce soir, ainsi que les auteurs de ce best-seller? Et je vais peut-être afficher en même temps euh, l'ouvrage lui-même, ce qui pourrait être très bien pour ceux qui voudront approfondir le sujet en lisant directement le livre. Voilà, normalement, le partage devrait fonctionner. Vous me dites si c'est tout bon. Ça fonctionne pour vous, ça va? Vous voyez le... Oui, moi je vois. Parfait. Donc ce livre des langages d'amour des enfants est sorti en 98 en France, un an après seulement le livre des langages de l'amour d'abord pour les couples, mais de manière générale. Ça a été très vite un best-seller. Gary Chapman, il est né en 1938. Il est pasteur américain, il est conseiller conjugal, spécialiste d'anthropologie, auteur théologien aussi et spécialiste des sciences de l'éducation. Et il a développé cette théorie qui, dans ce livre, se joint à l'expérience et à l'enseignement du docteur Ross Campbell, qui est un médecin psychiatre américain également, un ami de Gary Chapman, qui est professeur en université
enfin qui étaient, parce qu'ils sont âgés maintenant tous les deux, en pédiatrie et en psychiatrie. Ils ont fait à partir de ça de très nombreuses publications déclinées pour les adolescents, les enfants, la famille, les solos aussi. Et dans ces publications, ils utilisent à la fois leurs compétences, leur expérience professionnelle et aussi leur vécu personnel et familial. Merci beaucoup, Marie. Alors, on va rentrer petit à petit dans le détail des théories, des idées de Gary Chapman et Ross Campbell. Alors, quelle est justement l'idée principale des auteurs de cet ouvrage? Alors, l'idée principale, qui est celle de Gary Chapman aussi dans Les langages de l'amour, c'est que un certain nombre de dysfonctionnements dans notre comportement et dans le comportement des enfants, en particulier parce qu'ils sont très vulnérables, une partie des dysfonctionnements et aussi simplement le fait de ne pas être heureux alors qu'on a tout ce qu'il faut pour l'être, peut s'expliquer par le fait qu'on peut être aimé, mais c'est pas parce qu'on est aimé qu'on se sent aimé. Et que pour grandir harmonieusement, pour grandir heureux, un enfant a besoin de se sentir aimé. Et à chaque fois qu'il se sent aimé, cela remplit ce que Gary Chapman appelle le réservoir émotionnel, qui est comme un réservoir à l'intérieur de notre cœur, on pourrait dire, qui est un réservoir de l'assurance d'être aimé en se sentant aimé. Et ça fonctionne un peu comme un super carburant qui nous donne l'énergie de vivre, l'énergie de traverser les épreuves avec résilience, avec paix, l'énergie de développer, enfin de déployer aussi autour de nous l'amour que l'on porte. Et c'est un réservoir qui se vide régulièrement à chaque fois que on pourrait dire à chaque fois qu'on l'utilise, on a besoin de le re-remplir. On a sans cesse besoin que de nouveau on nous réassure dans le fait d'être aimé en se sentant aimé. Euh, c'est un réservoir, s'il est vide, qui cause, on pourrait dire, le fait qu'il soit vide cause beaucoup de difficultés. Amertume, ressentiment, colère. On reviendra sur cette question de la colère qui est aussi très importante pour les enfants. Insécurité, culpabilité, crainte devant l'avenir, crainte devant soit manque d'estime de soi. Enfin voilà. Donc pour Gary Chapman et Ross Campbell, c'est vraiment un point central. Enfin le point central de l'éducation, c'est de remplir le réservoir émotionnel de nos enfants. Et ce réservoir se remplit avec ce qu'ils appellent l'amour inconditionnel et non pas autre chose. Cet amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'amour gratuit, c'est-à-dire l'amour que suscite simplement l'existence de l'autre. Comme dit saint Augustin, volo ut sit, je veux que tu sois, c'est la plus belle expression de l'amour, ton existence est cause de joie pour moi. Le fait que tu existes et non pas l'amour conditionnel, c'est-à-dire le fait que tu réussisses à faire ceci ou cela, le fait que tu répondes à mes attentes, le fait que tu sois bon à l'école, le fait que, je ne sais pas, tu sois sage avec tes grands-parents à l'extérieur. Non, le fait que tu existes, c'est ça que l'enfant doit sentir, que son existence en préparant ce soir, je repensais à ce que dit le Père sur le Fils, c'est-à-dire voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Voilà, c'est l'expression parfaite de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'existence de l'autre vraiment provoque notre joie. Donc c'est un amour gratuit, bien sûr le nom le dit, c'est un amour sans condition qui valorise l'enfant pour ce qu'il est, non pour ce qu'il fait. Alors évidemment, nous aimons tous nos enfants pour ce qu'ils sont, mais ce que veulent nous dire Gary Chapman et Ross Campbell, c'est qu'ils ne le sentent pas forcément si dans notre langage quotidien ou dans notre attitude quotidienne, ils sentent qu'on les satisfait et qu'on les réjouit seulement quand ils ont rangé leur chambre, quand ils ont bien obéi, quand ils ont fait ce qu'on leur demande et répondu à nos attentes. Voilà, donc sentir que je suis aimée, c'est sentir que je suis aimée avant ce que je fais, on pourrait dire. Et ce que veulent nous dire les auteurs, c'est que être aimé sans condition, ça nous donne le ressort pour agir par amour.
Comme dit saint François de Sales, tout par amour, rien par force. Évidemment, aimer demande des efforts. On va demander des efforts à l'enfant. Pour bien grandir, il va falloir qu'il déploie, on pourrait dire, sa volonté. Mais ces efforts seront habités de l'intérieur par une assurance, une confiance qui les motiveront s'ils reposent sur le socle de notre amour inconditionnel. Gary Chapman et Ross Campbell soulignent aussi que on a beaucoup parlé des besoins de l'enfant, les besoins matériels évidemment, le nourrir, lui permettre qu'il dorme. On sait tous qu'un enfant qui n'a pas assez dormi, c'est pas la peine d'essayer de lui demander d'être aimable, etc. Que les besoins primaires sont importants. On a parlé des besoins secondaires, mais eux voudraient redire qu'avant le besoin de sécurité, avant le besoin d'estime de soi, avant le besoin de confiance, il y a ce premier besoin qui est fondamental et qui l'emporte sur tous les autres parce que les autres vont en découler. C'est ce besoin de sentir que son existence en fait est justifiée parce que le fait qu'il existe a de la valeur aux yeux de ses parents, aux yeux des autres. Il peut y avoir des situations familiales qui font que les parents peuvent pas donner cet amour inconditionnel, que quelqu'un d'autre puisse le donner. Et parfois, même ça peut être, on voit dans certaines vies de saints où les parents sont décédés ben voilà, il y a même parfois quelque chose de l'amour inconditionnel qui est donné directement par le Seigneur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul l'amour inconditionnel va être un encouragement à vivre et va être un moteur pour grandir et pour vivre. Alors, je voudrais terminer en disant que cet amour inconditionnel, il est confiant aussi et il est plein d'espérance dans le regard qu'on pose sur l'enfant. Il est comme comme appuyé sur une promesse que l'on fait à l'enfant. Quand je te regarde vivre, je crois qu'un chemin de vie est possible pour toi. C'est-à-dire que quand l'enfant fait une colère, Gary Chapman et Ross Campbell, ou quand on a envie de baisser les bras tellement on est découragé parce qu'il s'enferme dans un comportement rebelle, dans un comportement inaccessible, dans un comportement pompant pour les parents, etc. Gary Chapman et Ross Campbell encouragent à garder ferme le fait de le regarder avec amour et avec confiance. C'est-à-dire que le regarder en lui donnant qu'il a ce qu'il lui faut pour traverser l'épreuve, il a ce qu'il lui faut pour grandir, il a ce qu'il lui faut pour, pour être heureux, même dans une situation qui apparemment est bouchée. On pourrait dire l'espérance, c'est ça, c'est même au creux de la mort, la vie est possible. Et ben voilà, notre regard doit toujours se nourrir de ça, que même au creux de la situation qui nous décourage, qui nous donne envie de baisser les bras, la vie et la croissance de l'enfant est possible. Et c'est à partir de cette espérance aussi qu'on va essayer de réagir à une situation. Merci Marie. Alors, attendez, je veux juste vérifier une toute petite chose parce que j'ai l'impression d'avoir mes feuilles dans le désordre. Oui, alors j'en profite pour rajouter un petit point. Il y a Oui, aussi très bien. quelques principes qui peuvent aider à persévérer dans la confiance et dans l'espérance, qu'il est toujours bon de se rappeler, qu'il rappelle et qu'on peut se redire régulièrement, tous les mois, tous les ans, toutes les semaines. C'est que des enfants sont des enfants et que neurologiquement, jusqu'à 17 ans, il ne faut pas attendre d'eux la maturité émotionnelle d'un adulte. Ils ont tendance donc à agir comme des enfants et que le comportement des enfants est souvent déplaisant. Par exemple, c'est normal qu'un enfant pense d'abord à lui souvent avant de penser aux autres. C'est normal qu'il réagisse à une situation sans voir que c'est de sa faute. C'est normal, voilà, que le comportement enfantin est déplaisant et que c'est en m'acquittant bien de mon rôle de parent et en l'aimant malgré son comportement typique, on pourrait dire, de son âge, qu'il acquérera petit à petit la maturité
et qu'il abandonnera petit à petit les travers liés à l'enfance et à cette immaturité émotionnelle qui, il est vrai, est parfois bien, bien pesante pour les parents. À l'inverse, l'amour conditionnel qui va enfermer l'enfant dans «je t'aime, mais à condition que, tu me satisfais, mais à condition que tu sois mûr émotionnellement». C'est-à-dire que tu réagisses pas comme ça, que tu fasses exactement ce que je te dis et que c'est tout quand je te le demande et cetera, risque de, créer chez les enfants un manque de confiance qui ne leur donne pas envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et de croître vers la maturité. Et ils peuvent au contraire tomber dans le manque d'estime et le piège de la colère qui vont les enfermer dans l'immaturité, hem, dans l'immaturité qui sera dommageable pour la suite. Inversement, si je les aime inconditionnellement malgré leur immaturité et que je leur fais sentir, bah, voilà, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes et seront capables de traverser les sentiments négatifs. Super, merci beaucoup Marie. Alors, est-ce qu'il y a un risque, avec, cette considération de l'amour inconditionnel, pardon, d'être, un peu trop laxiste ou enfin voilà, de mal faire, de mal les aimer avant d'explorer un petit peu justement ce qu'on va pouvoir faire grâce au langage d'amour? Oui, alors il s'agit pas du tout de renoncer, à dire à l'enfant, par exemple, ce qui ne va pas et ce qui va dans son comportement. Et il ne s'agit pas de renoncer à l'élever et à l'éduquer pour qu'il acquiert, les règles qui nous semblent importantes, pour qu'on lui transmette ce qui nous semble le plus important. Hem, mais, mal les aimer, ça veut dire, ne pas les aimer avec justesse. Et ne pas les aimer avec justesse, c'est ça qui peut pourrir les enfants, qui peut les empêcher de grandir parce que, la justesse de l'amour, c'est dans cet excès, on pourrait dire, la justesse de l'amour, c'est dans cet excès qui ouvre toujours, qui regarde toujours l'enfant comme, capable, de grandir, capable de sortir de ses ornières, capable de vivre, comme un homme debout. Par exemple, on y reviendra sur les cadeaux, mais un enfant blasé devant les cadeaux, c'est pas un enfant qui a été trop aimé parce qu'on lui a trop donné de cadeaux. C'est au contraire un enfant, dans la manière dont on lui a donné des cadeaux, et dans la manière dont on l'a aimé, qui ne se sent pas aimé et donc chaque cadeau, finalement, ce sera, un cadeau qui est de trop. Hem, la désobéissance, elle n'est pas le fait de celui qui est trop aimé, mais de celui qui se sent pas suffisamment aimé pour avoir confiance dans ce que ses parents vont lui demander de faire. Hem, un enfant qui a confiance dans ses parents, il va avoir confiance dans ce que lui demandent ses parents. Et si, par exemple, aujourd'hui, il va pas forcément obéir, au doigt et à l'œil à ce qu'on lui demande et on peut être sûr que, dans l'essentiel de ce qu'on veut lui transmettre pour qu'il soit un homme libre et un homme debout sera transmis. Hem, le la juste obéissance en fait, qui n'est ni soumission, c'est-à-dire, l'enfant qui est bien dressé, on pourrait dire, ni, rébellion, de celui qui va s'inventer ses propres règles parce qu'il refuse les règles des autres. Hem, la juste obéissance, elle est forcément motivée par l'amour et on le voit dans la Bible quand on voit la manière dont Ève désobéit et la manière dont, Marie obéit. Ève désobéit parce qu'elle a pas confiance. Elle Mmh. a pas confiance que, la parole que donne le Seigneur est une parole d'amour qui peut la rendre heureuse. Elle va, mettre sa confiance dans la parole du serpent qui la tente justement pour mettre le soupçon sur, l'amour du Seigneur. Et Marie, et donc elle désobéit parce que, elle voit pas l'intérêt finalement, de ne pas prendre ce fruit. Elle voit pas l'intérêt puisque peut-être qu'en fait ce fruit est bon et cetera. Et si elle avait accordé sa confiance au Seigneur, il est évident qu'elle aurait obéi. Inversement, on voit Marie qui dit oui, alors que le Seigneur lui demande quelque chose qui paraît, complètement, irréalisable, complètement fou. Pourquoi elle dit oui? Elle dit oui parce qu'elle a confiance que le Seigneur est fidèle à ses promesses, que le Seigneur est aimant jusque-là. Et de même que Jésus sur la croix, est confiant que le Seigneur est aimant jusqu'à être vie, jusqu'à réaliser ses promesses là où les chemins, ne semblent pas,
Et je pense on peut toujours avoir ce modèle d'obéissance de Marie quand on cherche à faire obéir nos enfants. C'est-à-dire que l'obéissance juste, c'est vraiment l'obéissance qui est fondée sur la confiance que ce qu'on demande est un chemin de vie. Et ça peut aussi nous aider à vérifier que ce qu'on demande est vraiment, enfin on s'accroche pas à faire obéir des enfants sur des choses qui sont finalement pas des chemins de vie. La- le, et donc voilà, c'est c'est cette patience, on pourrait dire, du parent qui est capable de s'arrimer, de s'accrocher à, à, à l'espérance. Super, merci beaucoup Marie. Alors, comment on va rentrer dans le vif du sujet, comment Ouais. remplir le réservoir émotionnel de notre enfant? Alors, c'est ce que je disais au début. L'important, c'est de pomper, comme j'ai mis l'image des Shadocks là, c'est de pomper non pas pour aimer notre enfant, parce qu'on l'aime, mais pour le faire poser des actes d'amour qui lui permettent de se sentir aimé. Et Gary Chapman et Ross Campbell disent bah, faisons la liste de tout ce qu'on peut faire pour que notre enfant se sente aimé. Et finalement, l'expérience montre qu'il n'y en a pas tant que ça, que même si nous on essaye avec nos enfants, bah, ça se regroupe en cinq catégories sur lesquelles on va revenir tout de suite. Euh, dans lesquels que je vais développer un peu après. Le toucher physique, évidemment, les paroles valorisantes, les moments de qualité, le fait de passer un moment vraiment spécifique pour l'enfant, avec l'enfant pour lui, les cadeaux qu'on va offrir et les services qu'on va lui rendre. Euh, et chacun de nos enfants, comme nous-mêmes, sommes sensibles plus ou moins à telle ou telle manière d'aimer. Et ça va être différent selon nos enfants, ça va être différent. Ça peut varier aussi selon les périodes, pas forcément, mais ça peut varier, ou alors ça peut varier de manière. C'est-à-dire il faut la souplesse est de mise si l'enfant, un moment, le moment de qualité qui lui plaît, c'est de faire un jeu de société. C'est pas pour ça que jusqu'à ses 19 ans, on fera des jeux de société avec lui. Voilà, bien observé. Euh, euh, En fait, moi, je trouve ça très beau, cette manière de dire aimons en acte, on pourrait dire, ça nous engage aussi à n'aimer pas de mots, comme dit Saint-Jacques, mais en acte et en vérité, et aussi à aimer avec tout ce que nous sommes. À aimer avec notre corps et aimer nos enfants avec notre corps, c'est pas purement intellectuel, c'est pas purement spirituel d'aimer nos enfants, ça nous engage dans le concret de notre existence et dans le concret de notre corps y compris, par le temps que ça demande, parce qu'on est, bah, par notre corps, on est malheureusement dans un temps compté, euh, par, euh, voilà, par les liens physiques, etc. Euh, et aussi, j'aime bien l'idée que on va essayer de rejoindre l'enfant en lui parlant un langage et ça le laisse libre aussi de recevoir ou de pas recevoir ce qu'on va lui donner. Euh, je pense que c'est important de toujours veiller à cultiver le respect de cette liberté, parce que c'est vraiment le but de notre éducation, c'est que l'enfant apprenne à aimer, et il apprendra pas à aimer s'il n'apprend pas à aimer librement. Et donc, voilà, de cultiver aussi cet amour en acte, c'est aussi une manière de l'inviter à recevoir notre amour et de l'inviter à nous imiter aussi ensuite. Euh, alors, On continue peut-être, Marie, sur justement le détail des cinq langages oui, pour aller un petit peu plus loin et mieux les découvrir. oui. Alors, le premier des langages, c'est le plus important, on pourrait dire, surtout pour les petits, mais tout au long de la vie, même pour un ado ou, euh, ou pour un plus grand.
Gary Chapman a écrit aussi un livre qui s'appelle alors je ne l'ai pas lu, donc, mais je sais qu'il l'a écrit, qui s'appelle Le langage d'amour des solos. Donc voilà, même pour les célibataires, dans quel moment ils peuvent recevoir cette manière d'être aimé. Alors, le langage, le toucher physique, c'est pas forcément des câlins et des bisous, c'est évidemment des câlins et des bisous avec les plus petits. Mais il y a des moments où ce sera plus un enfant qui a pas envie qu'on l'embrasse, mais on peut le masser quand il revient du sport. Ou voilà, il y a un tas d'exemples qui peuvent nous venir. Ça peut être aussi euh, euh, il- le toucher physique, c'est vraiment la proximité des corps. Donc ça peut être un jeu de cheval, ça peut être du rugby pour des plus grands, ça peut être voilà tout ce qui fait qu'on est dans une proximité de corps avec notre enfant et que cette proximité, elle est affectueuse, elle est expression de l'amour. C'est vraiment toujours ça qui est important pour Gary Chapman, c'est que les langages de l'amour sont soit des expressions, des expressions de notre amour. Euh, et il y a quelque chose que je voudrais juste signaler parce que j'ai trouvé ça intéressant, je l'avais jamais lu ailleurs. Gary Chapman et Ross Campbell euh, euh, demandent aux parents d'être très attentifs aux préadolescentes. En disant que à l'âge où les petites filles commencent à rentrer dans l'adolescence, enfin commencent à ne plus être des petites filles, c'est souvent un âge où justement on commence à moins faire de câlins et de bisous. Et ils disent, il est très important que le père, à ce moment-là, continue à câliner et à faire des bisous à sa fille pour qu'elle ait une juste estime en fait de sa féminité et qu'elle n'aille pas chercher là où on n'a pas envie qu'elle aille les chercher, ses câlins et ses bisous. Donc voilà, il donne l'âge de 11 ans en disant à 11 ans, il y a un espèce de pic. Alors j'imagine que c'est soit neurologique, soit hormonal, j'en sais rien, mais ils disent à 11 ans surtout que les pères soient très attentifs. Voilà, je le signale parce que je l'avais jamais lu ailleurs et jamais entendu ailleurs. Euh, et ce langage, on pourrait dire, tous les langages de l'amour, on y reviendra, sont tous nécessaire, même si on discerne qu'un de nos enfants est plus sensible à l'un ou à l'autre, mais ce langage-là est particulièrement nécessaire. Et voilà, il doit toujours prendre d'après les auteurs, toujours prendre une grande place. Et j'ai déjà fait l'expérience avec mon fils aîné. On m'avait donné ce conseil avant que je connaisse Gary Chapman, avant que je lise Les langages de l'amour, on m'avait dit si Ralph fait-lui des câlins. Euh, et j'ai fait l'expérience que quand il était petit, s'il commençait à pleurnicher, etc., il suffisait que je prenne le temps de le prendre sur mes genoux, de faire longtemps des câlins chaque jour, le matin, le soir, à midi, etc., pour qu'il sorte de cette espèce de mauvaise humeur habituelle. Alors, le deuxième langage de l'amour, ils ont un ordre quand même, euh, même si un enfant peut être sensible au cinquième plutôt qu'au premier, mais ils ont quand même un ordre de logique, on pourrait dire. C'est que le câlin et le toucher affectueux s'accompagnent de paroles euh, qui peuvent être sans le toucher, mais les paroles valorisantes sont vraiment aussi, on pourrait dire, la base des langages de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole valorisante? C'est soit une parole affectueuse, simplement pour valoriser le fait que l'autre existe. Je t'aime, première parole valorisante très simple. Pour les tout petits, le je t'aime prend sens petit à petit, en fait, à travers les gestes qui l'accompagnent. Donc, ça peut être avec un sourire, etc. Mais petit à petit, le je t'aime suffit comme parole valorisante. Ça peut être des paroles élogieuses pour dire, souligner un effort qui a été fait, souligner un, par exemple, tu es bien coiffé ou je suis heureuse que tu aies rangé ta chambre, bravo, ou des choses comme ça. Ça peut être des encouragements par rapport à des progrès réalisés. Euh, j'ai
J'ai cet après-midi été confrontée à une dispute de deux de mes enfants. Et comme j'étais en plein dans les langages de l'amour, j'ai vraiment cherché à appliquer pour voir, pour pouvoir vous dire que ça marchait. Appliquer Et donc, on a relu la dispute une fois que les choses étaient calmées. Et j'ai commencé par leur dire, bon, bah, je vous félicite parce que vous vous êtes disputés, mais j'ai pas entendu d'injures. Voilà. J'ai cherché quelque chose qui pouvait être encourageant. Mais ça marche en fait, ça marche, c'est très étonnant. Et Gary Chapman et Ross Campbell sont très très soucieux qu'on encourage les enfants dans même la manière dont on va les gronder. C'est-à-dire que dans la manière de gronder notre enfant, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu comme une perche qui puisse saisir en fait pour s'en sortir et pour pouvoir progresser malgré le fait qu'on est en train de leur taper sur la tête avec notre marteau pour leur dire ça va pas, ça va pas. Ben si, il y a quelque chose à quoi ils peuvent s'accrocher parce qu'il y a quelque chose pour lesquels on les a encouragés. Donc une autre fois, ça peut être ils se sont disputés mais ils se sont pas donné de coups. On peut dire pas dire là je vous félicite parce que vous n'êtes pas fait mal, vous n'êtes pas donné de coups et puis par contre la prochaine fois essayer de retenir les insultes. Voilà, on peut voir comment toujours être dans l'encouragement. Et dans les paroles valorisantes, ils mettent aussi, c'est intéressant, ils mettent aussi les règles de vie qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Pourquoi ils les mettent dans les paroles valorisantes? Parce qu'en fait, ils nous proposent de toujours présenter les choses qui nous paraissent importantes associé à quelque chose qu'on veut mettre en valeur en fait dans notre relation à eux. Par exemple, il donne l'exemple de la drogue, de dire plutôt que de donner une interdiction en disant tu n'as pas le droit de toucher à ce joint qui circule peut-être dans les soirées, etc. De leur présenter comme une directive liée à une parole valorisante. Par exemple, quelque chose, je t'aime et c'est important pour moi que tu puisses rester maître de toi-même, etc. Et tu sais que quand tu prends de la drogue, tu perds la maîtrise de toi. Et c'est important pour moi que tu le saches, que ça te fait perdre ta maîtrise de toi et que ça me rendrait très triste. Voilà. Quelque chose, donc, je vous renvoie au livre pour voir ça, mais c'est vraiment intéressant. Il donne des exemples concrets de cas qu'ils ont soignés ou suivis et de manière différente dont des enfants ont pu recevoir des interdictions ou des directives. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, en fait, c'est une parole qui valorise l'enfant, de le faire entrer dans une valeur qui est pour moi importante ou dans un comportement qui est pour moi important. C'est le faire, voilà, c'est lui dire, tu comptes à mes yeux. Et donc lui présenter la directive, plus qu'une interdiction, la directive comme qu'il puisse sentir que on lui dit parce il compte à nos yeux. Alors, évidemment, on n'est pas forcément familier de ces manières de faire. On n'est pas forcément familier de gronder nos enfants en leur donnant une parole encourageante. Bon, Gary Chapman est net et clair. Il dit la première manière de réagir est pas forcément la bonne quand on est parent. Et être parent, c'est pas forcément faire ce qui nous vient à l'esprit. Voilà, et ça vaut toujours le coup de se redemander: «Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ça? Est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai bien, heu, est-ce que la ré et quelle était la réaction de mon enfant par rapport à ça? Est-ce que je l'ai aidé à grandir? Est-ce que ça a été un chemin de vie? Est-ce que, par exemple, le conflit qu'on a eu a été l'occasion d'une croissance?» et si on peut lire que ça a pas été l'occasion d'une croissance, mais d'un enfermement supplémentaire de l'enfant, d'une distance supplémentaire par rapport à nous, Gary Chapman nous encourage à nous interroger sur notre manière d'agir pour essayer de la réajuster, pour que vraiment on soit au service de la croissance de l'enfant. Je passe, si vous voulez, au troisième langage de l'amour. Ce Oui, sont très bien. les moments de qualité. Alors les moments de qualité, ce sont les moments que l'on passe avec l'enfant, pour lui, rien que pour lui. Heu, Par exemple, il ne s'agit pas de se dire: «Ah là, je vais faire un gâteau avec 2 de mes enfants, ça va être un moment de qualité pour eux 2». Il s'agit vraiment d'un moment de qualité pour un enfant en particulier.
Si on fait un gâteau, c'est vraiment avec un enfant en particulier. La qualité du moment, c'est la qualité que va ressentir l'enfant d'être avec nous. Donc ça peut partir complètement en vrille, peu importe, du moment que l'enfant est content, si le gâteau ressemble à pas grand-chose, si la cuisine est tapissée de d'œufs, peu importe, du moment que l'enfant a été content de passer ce moment avec nous. Les auteurs du livre, insistent sur le fait que le moment de qualité, c'est vraiment simplement de donner du temps à notre enfant et que l'enfant, il sent bien qu'en lui donnant du temps, on lui donne quelque chose d'important et on lui dit et par là, on lui dit: «Bah, tu es important pour moi». Hem, il donne l'exemple d'une mère de 10 enfants qui s'était donné comme objectif de de consacrer 1 heure par semaine à chacun de ses enfants en particulier. Hem, par exemple, bon j'ai pas 10 enfants, mais j'imagine que c'est une sacrée organisation, et donc les auteurs insistent aussi sur le fait que, bah, oui, c'est une sacrée organisation et ça vaut le coup de se redemander: «Est-ce que dans mon emploi du temps, je garde ce temps-là?» Alors on a l'habitude de le penser pour le couple: «Est-ce que je garde du temps pour mon conjoint?» Mais peut-être qu'on le pense moins pour nos enfants, de se dire: «Bah, est-ce que j'ai vraiment dans mon emploi du temps, des temps libres pour que mon enfant puisse, faire des choses avec moi?» Moi, je sais que, par exemple, ça me demande vraiment une lutte sur moi-même pour ne pas m'activer à faire des 1000 tâches de la maison les jours où je suis seule avec les enfants, mais vraiment m'asseoir avec, ma fille qui me tire par le bras pour, faire un jeu de cartes, ou, si je dois faire la cuisine, pas la faire en 30 secondes parce que ça va plus vite, mais accepter que mon fils qui aime bien faire la cuisine, y mette son grain de sel et qu'on y passe un peu plus de temps, que si je l'avais fait moi-même. Hem, les moments de qualité, les enfants ils sont plus ou moins sensibles évidemment, mais les enfants qui y sont sensibles, c'est vraiment une manière très efficace de remplir leur réservoir émotionnel. Passer un moment, avec eux, c'est privilégié. Alors les auteurs donnent beaucoup d'exemples. Ça peut être, pour des plus grands, aller faire du shopping, ça peut être, faire une promenade en discutant, ça peut être, faire un gâteau, faire un jeu de société, faire un dessin, un bricolage, n'importe quoi, simplement se parler. Ils encouragent à ce que ce soit des moments où on se parle, où le père ou la mère parle à l'enfant, très simplement, à cœur ouvert, de ce qui compte pour lui, de son histoire, de choses importantes dans sa vie. Par exemple, comment il a rencontré, la mère de l'enfant et cetera, si c'est le père ou voilà, que ce soit des moments de parole aussi parce que ce sont des moments. Si jamais l'enfant, un jour, a besoin de dire quelque chose parce qu'il lui est arrivé quelque chose, si ces moments sont habituels où on a la parole facile l'un avec l'autre, et ben, l'enfant sera habitué à, se trouvera l'espace pour le dire. Trouvera l'espace pour le dire, j'avais lu ailleurs, une psychologue qui encourageait à prendre un temps de parole avec son enfant chaque jour, justement pour ça, pour que l'enfant, si un jour il lui est arrivé quelque chose, et ben, il ait l'espace pour le dire. Et j'avais mis ça avec mon fils aîné au moment du coucher, de m'asseoir sur le bord de son lit et de parler avec lui, 3 minutes de ce qui s'était passé dans la journée, de qu'est-ce qu'il avait envie de me dire de sa journée et cetera. J'ai pu alors il est rien arrivé de grave, Dieu merci, mais j'ai pu constater que ça marchait parce qu'un jour, je me suis assise au bord de son lit et il m'a dit: «Maman, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, à l'école, il s'est passé ceci, cela, ça m'a, je» voilà, il avait besoin de le dire, il avait besoin qu'on en reparle. Par chance, ça ne le concernait pas directement mes 2 camarades, et je me suis dit: «Bon, bah, cette psychologue avait raison, créer un espace de parole régulier, finalement, ça donne à l'enfant l'habitude de se confier». Le 4e, langage de l'amour, c'est peut-être celui auquel on pense le plus spontanément avec le toucher physique, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, alors, le cadeau, c'est vraiment quelque chose que l'on donne sans justification, sans autre que, «Je t'aime». Donc le cadeau doit vraiment être l'expression de l'amour pour qu'il soit senti comme un langage d'amour et pour qu'il remplisse le réservoir émotionnel. On peut faire des cadeaux, mais les auteurs le déconseillent, des cadeaux récompenses, pour, ren un
pour un effort, etc. Mais dans ce cas-là, il faut bien signaler que c'est pas un cadeau, mais que c'est une récompense pour l'effort, pour pas que les deux registres soient mêlés et pour que le cadeau soit vraiment quelque chose qui exprime notre amour. Et alors, ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qui est utile aussi, c'est de se rappeler que on a spontanément tendance à utiliser le cadeau comme récompense ou comme manipulation. C'est-à-dire, bah, si tu fais ça, que l'enfant sent que s'il fait ceci, cela, s'il correspond à tel comportement ou tel comportement, ah ben, on va lui faire un cadeau. C'est dommageable, évidemment, parce que son réservoir émotionnel n'est pas du tout rempli dans ce cas-là. Mais c'est surtout grave si ça crée chez l'enfant une habitude de manipulation, une habitude de malhonnêteté, on pourrait dire, dans le marchandage, dans le rapport à, euh, au cadeau. Les auteurs mettent en garde, j'y reviendrai tout à l'heure, mais, les auteurs mettent en garde sur le fait de dire à notre enfant, de dire à notre enfant qu'on cherche quel est son langage d'amour, qu'on va essayer de lui remplir son réservoir, etc., de manière trop insistante pour que ce soit pas trop clair à son esprit, pour que lui-même n'ait pas tendance à nous dire Maman, j'ai besoin que tu me fasses un cadeau, je me sens pas aimée. Enfin bon, voilà. Ils insistent beaucoup sur le fait que le cadeau soit hors du champ de la manipulation. Quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée que le cadeau euh, est, est et, euh, et un bon signal de l'état émotionnel de notre enfant et de l'état de son réservoir émotionnel. Un enfant qui réagit pas très bien devant un cadeau, c'est probablement parce qu'il ne se sent pas suffisamment aimé et que du coup, il ne sait pas comment faire avec cette chose qu'on lui a donnée, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on veut lui acheter quelque chose, enfin voilà, il sait pas, il n'arrive pas à le recevoir comme un don gratuit parce il ne sent pas qu'on l'aime suffisamment. Un enfant trop blasé aussi, on pourrait dire, bah, c'est pas parce qu'il reçoit trop de cadeaux, c'est parce que son réservoir est vide. Les services rendus, je vois que le temps passe, je vais essayer d'accélérer. Les services rendus, euh, il faut se rappeler que l'enfant n'est pas mûr pour un don de soi désintéressé, que c'est normal qu'il se mette au centre. Et donc, que le service rendu, c'est à nous de l'y encourager en lui montrant l'exemple, en le faisant avec lui, en l'associant à nos services. Et petit à petit, ça va l'habituer à sortir de l'égoïsme et à entrer dans le service par lui-même. Oui, voilà. Pardon, je suis en train de prendre des notes en même temps. Merci Marie. Alors merci pour cette découverte et cet approfondissement des 5 langages de l'amour. Alors la grande question certainement que tout le monde se pose, c'est comment découvrir le langage d'amour de son enfant? Alors, il y a quelques principes à suivre avant de chercher. C'est tout d'abord de se dire que bah, si j'ai des petits, avant 5 ans, peut-être même avant 6 ans, ou même avant l'âge de raison, si j'ai des petits, c'est pas la peine de chercher leur langage d'amour. Ils ont besoin des 5 pour justement apprendre à parler et apprendre à recevoir l'amour. Ils ont besoin des 5 et pompons les 5. Même si on peut sentir déjà qu'ils sont très sensibles aux cadeaux ou très sensibles aux paroles encourageantes, il faut faire les 5. Et après, il faut toujours faire les 5, mais on va privilégier l'un ou l'autre en fonction de ce que ressent notre enfant et de ce qui comble son besoin d'être aimé. Comment le trouver? Deux principes, deux principes de méthode. D'abord, c'est que ça prend du temps. Un enfant peut être hyper content d'un cadeau, ça ne veut pas dire que c'est le langage d'amour de notre enfant. Faut voir dans la durée comment ça se passe avec lui pour les cadeaux. Un enfant peut être hyper content d'un moment qu'il a passé avec nous, voilà. C'est pas pour ça que. Ou un enfant peut être très très sensible. J'ai un fils par exemple qui est extrêmement sensible au câlin, qui a toujours besoin de câlin. Euh, mais, euh, mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui lui faisait le plus de mal, ce qui le blessait le plus, c'est quand je lâchais une parole dévalorisante.
ou quand je disais quelque chose de décourageant. Et donc, j'ai fini par comprendre que son langage d'amour n'était pas les câlins comme je croyais, mais, euh, mais les paroles valorisantes, et qu'il avait besoin de câlins, mais qu'il avait d'abord besoin de paroles valorisantes. Et en réajustant le tir, je vois effectivement qu'il se sent mieux du fait que je lui redis sans cesse que je l'aime, que je lui redis sans cesse que je pense qu'il a tout ce qu'il lui faut pour bien grandir, que je lui redis sans cesse que je suis confiante, que ça sera un super gars, etc., etc. Donc voilà, patience et longueur de temps. Il faut beaucoup observer et pas se dire tout de suite, bah, c'est ça. Et rien d'immuable. Alors, les langages de l'amour sont assez stables généralement, mais les manières dont on va les exprimer, évidemment, vont changer. Voilà, à quoi il est sensible? Qu'est-ce qu'il utilise lui-même spontanément pour vous faire plaisir? Est-ce que votre fille a envie de vous faire un câlin ou est-ce qu'elle va vous faire un dessin, vous faire un cadeau? Est-ce qu'elle va vous dire maman je t'aime ou maman ou est-ce qu'elle va vous ou est-ce qu'elle elle va venir vous aider à mettre le couvert? Enfin voilà, quel est le langage qu'il va utiliser lui-même? Euh, Qu'est-ce qu'il choisit si on lui donne le choix? Par exemple, si on lui dit, bah là, j'ai du temps, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je répare ton vélo, si c'est un plus grand ou un service rendu, ou est-ce que tu veux qu'on passe ce moment pour faire un jeu? Et donc voilà, ce qu'il choisit peut être un signe aussi que bah, s'il choisit le jeu, il préfère les moments de qualité. S'il choisit réparer le vélo, c'est peut-être qu'il préfère les services. Et si on prend l'habitude comme ça de lui proposer des choix, ça peut nous aider aussi, nous aiguiller sur ce qui, alors, ça peut paraître un peu pénible et un peu fastidieux de tenir un peu ce carnet d'observation, mais ça paye vraiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le langage d'amour de son enfant, vraiment, vraiment, les relations s'améliorent et notre enfant gagne vraiment en confiance en lui et en bonheur, tout simplement. Euh, le, le, j'ai marqué là sur le slide discrétion contre manipulation. C'est aussi pas la peine de trop expliquer à notre enfant ce qu'on est en train de faire. Pas la peine de lui dire bah tu préfères ah oui c'est parce que tu préfères les services etc. Simplement pour pas que l'enfant calcule, pour que jamais il rentre dans cette idée de calculer. Euh, voilà. Ok, très clair. Attendez, j'arrête juste le partage. Hop. Et donc, alors là, on a bien exploré la façon dont on peut faire sentir à nos enfants qu'on les aime. Mais il y a aussi certainement des moments où il faut les gronder ou corriger leur comportement. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, donc là, je vais m'appuyer encore sur Gary Chapman et Ross Campbell. Je peux dire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la dispute de mes enfants, que moi, j'ai vraiment expérimenté que c'était très efficace, cette manière de faire. La première chose qu'ils disent, c'est que un enfant qu'on va gronder sans lui faire sentir qu'on l'aime, ça va être comme si on essayait de faire jouer des mécanismes et des rouages sans huile. C'est-à-dire que ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher, puis un jour ça casse. Et donc voilà, c'est ça qu'ils veulent éviter, c'est que ce qu'ils appellent la correction, c'est-à-dire en fait, ils disent correction au sens propre, c'est-à-dire corriger son comportement pour qu'il grandisse harmonieusement et pas la correction, c'est vraiment, ça doit vraiment être enveloppé d'amour pour que ça porte ses fruits. Et donc, ce qu'il dit, c'est avant de corriger un enfant avec amour, nous devons nous demander ce qu'il lui faut quand il se conduit mal pour déjà aborder son comportement négatif, le fait qu'il se soit mis en colère, qu'il ait tapé sa sœur, si c'est un adolescent, qu'il ait claqué la porte, qu'il soit parti sans nous le dire, etc., etc. Euh, euh, qu'est-ce, de quoi a-t-il besoin dans cette manière d'agir? Qu'est-ce qui lui a manqué pour agir correctement? Et si on voit ça sous le mode il a manqué de quelque chose pour agir correctement, déjà, ça va nous aider à orienter la correction vers l'apport de ce qui a manqué plutôt que simplement d'essayer de le mettre au carré pour qu'il rentre dans la case de ce qu'on attend. Euh, et généralement, si on se demande de quoi il a manqué, on peut aussi, ça amène la question, est-ce que
réservoir émotionnel est bien rempli et que dois-je faire pour qu'il soit bien rempli? Et donc, il propose vraiment d'agir sur les deux terrains. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la dispute de mes garçons tout à l'heure, il faut que je signale bien fermement que voilà, on n'a pas le droit de, ils se sont tapés, on n'a pas le droit de se taper, c'est interdit. Je suis pas d'accord, mais que moi je le fasse en me demandant qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation et qu'est-ce qui s'est passé pour que ils aient cet énervement l'un contre l'autre à ce moment-là. Euh, Quand c'est contre nous, les auteurs proposent même de rappeler, avant de gronder, je t'aime, quoi que tu fasses. Ce que tu as fait là n'est pas acceptable ou ce que tu as fait là, etc. Et de redire à l'enfant, ça peut paraître ridicule, on peut se sentir vraiment. Alors déjà, ça donne un tout petit peu de recul au lieu de réagir sur le coup, de commencer par dire à son enfant qui est en train de hurler devant vous, je t'aime. Voilà. Mais en fait, l'enfant, il se met en entendant ça, en fait, il se met dans une disposition qui fait qu'il va être capable d'entendre qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, parce que ça ne remet pas en cause, en fait, ça ne remet pas en cause la relation. Ce qu'on va dire, finalement, ne remet pas en cause le fait qu'on l'aime, donc il est capable de l'entendre. Et il est capable d'accueillir que non, je ne suis pas d'accord qu'il tape, non, je ne suis pas d'accord qu'il insulte, ou non, je ne suis pas d'accord qu'il fasse je ne sais quoi que vous pouvez à quoi vous pouvez penser en pensant à vos enfants, mais que le fait que je ne sois pas d'accord avec ça ne remet pas en cause et ne met pas en danger le fait que je l'aime. Et en fait, un enfant est très vulnérable aux paroles qu'on va lui dire. Et donc, en fait, on peut penser que c'est inutile de le redire sans cesse, mais c'est utile, surtout quand on va le gronder. Parce que à ce moment-là, il est vulnérable à ce que nous, on va lui dire, parce qu'il est, il sait qu'il a mal fait, en fait. Et donc, il a un peu la trouille de ce qu'on va dire. Et donc, si on commence par lui dire qu'on l'aime, et bien là, ça désamorce déjà toute cette angoisse qu'il éprouve vis-à-vis de nous et qui peut se transformer en agressivité parce que voilà, il sait que l'essentiel est sauf. Les auteurs proposent une gradation de formuler d'abord une demande pour inviter à ce qu'ils répondent avec liberté. Est-ce que tu es d'accord pour faire ceci ou pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de faire ceci, cela ou serais-tu d'accord pour venir m'aider à, etc. S'il n'obéit pas, enfin s'il ne répond pas oui, passer à l'ordre en lui demandant de le faire. S'il ne le fait pas, penser, même pour des plus grands, à ce qu'ils appellent la pression physique tendre. Alors ça, c'est vraiment leur langage à eux. C'est-à-dire venir chercher la personne, l'enfant ou l'ado, venir le chercher pour qu'il vienne faire ce qu'on lui a demandé de faire, en le prenant par la main doucement, en lui mettant la main sur l'épaule. Voilà. Si ça ne suffit pas, se poser la question de la punition. Euh, bon, bah, je t'avais demandé de ranger ta chambre. Tu n'as pas voulu ranger ta chambre, mais là, c'était le temps de faire un jeu. Bah, il n'y a plus le temps de faire un jeu, tu vas aller ranger ta chambre. Voilà, donc la punition qui s'ensuit logiquement. Et ils disent de faire attention quand même à la punition quand l'enfant regrette ce qu'il a fait. Si l'enfant a regretté ce qu'il a fait et a manifesté qu'il avait regretté, il propose de ne pas donner de punition en plus parce que le regret suffit montre qu'il a compris. Et donc, si on met une punition par-dessus le fait qu'il a compris que ça n'allait pas, en fait, l'enfant, il faut toujours se dire qu'il est vulnérable dans l'assurance de se sentir aimé. L'enfant peut avoir l'impression que enfin, ça peut se retourner en ressentiment ou en amertume ou en incompréhension s'il a compris et que malgré ça, il est puni. Et ils disent dans certains cas, notamment dans le cas où l'enfant réitère un comportement qui n'est pas bon, et qu'il n'a aucun regret et qu'il ne comprend pas que c'est pas bon, dans certains cas, on peut utiliser la récompense comme voilà pour donner l'habitude d'un comportement vertueux, pour faire sorte pour après qu'il n'y ait plus la récompense. Mais bon, voilà, c'est à manier, disent-ils, avec beaucoup de précautions. Juste peut-être un point rapide.
Sauf si Delphine, vous me dites que je m'arrête ici. Alors, peut-être un petit point. Alors oui, on va aller un petit peu plus vite, puisqu'il nous reste que quelques minutes. Euh, Peut-être à choisir un petit point sur la colère, Oui. qui peut être, à mon avis, intéressant d'aborder. Et puis, ensuite, maintenant, on a fait un peu voilà, un bon tour. Ce sera des questions qu'on peut se poser, notamment liées à certains âges ou aux différences dans la fratrie. Ou, voilà. Mais peut-être se poser juste une minute sur la colère, sur la gestion de la colère. Oui, c'est un peu j'ai l'impression l'apport spécifique de Ross Campbell par rapport au langage de l'amour de Gary Chapman, parce que lui a beaucoup travaillé la question de la colère. Et pour lui, c'est un point vraiment très, très, très important de l'éducation. Pour lui, c'est le plus difficile point de l'éducation, c'est apprendre à l'enfant à gérer sa propre colère pour devenir un adulte capable de gérer sa colère et et d'aider ses contemporains plutôt que de participer à ce qui ne va pas dans ce monde. Pour gérer la colère de l'enfant, il rappelle qu'il faut nous soi-même être dans une attitude de bonté et de fermeté qui est exempte de colère et que, évidemment, le parent a besoin de travailler sur lui-même pour pas réagir avec colère à la colère de son enfant. Pas réagir en miroir à la colère de son enfant, mais essayer de projeter toujours sur la colère de son enfant, non pas une émotion qu'on va ressentir et qui va nous faire monter aussi la mayonnaise, mais ce qui s'exprime dans cette colère. Vraiment toujours essayer de lire ce qui s'exprime dans cette colère pour voilà, prendre un peu de recul pour nous-mêmes et pas nous-mêmes rentrer dans la colère. Et donc, il propose d'apprendre à l'enfant à gérer sa colère en l'encourageant dans tous les progrès qu'il va faire pour gérer sa colère. L'émotion, dit-il, n'est pas bonne ni mauvaise en soi. On voit le Christ qui l'utilise à bon escient, mais nous, souvent, quand même, on l'utilise à mauvais escient et les enfants aussi. Euh, et donc, quand il se met en colère, le réassurer de notre amour, le féliciter pour ce qu'il n'a pas fait dans la colère par rapport à d'autres fois. Par exemple, il n'a pas balancé la chaise à travers le salon, il n'a pas insulté son frère, il n'a pas insulté sa mère, il n'a pas ceci, cela. Donc le féliciter pour ce qu'il a réussi à gérer, lui proposer pour la fois suivante de monter d'un cran sur l'échelle, on pourrait dire, de la bonne gestion de la colère. Dans le livre, il y a toute une échelle avec énormément de degrés sur la gestion de la colère pour nous aider à voir avec nos enfants comment ils peuvent passer d'un cran à un autre. La bonne gestion de la colère étant de réagir simplement avec des paroles et des actes constructifs qui réagissent à la raison de la colère, mais qui n'utilisent pas le canal de la colère. Euh, la colère mal gérée d'un enfant peut se retourner en ce qu'ils appellent le comportement passif-agressif, c'est-à-dire une amertume dans laquelle l'enfant s'enferme, une colère intérieure dans laquelle l'enfant s'enferme, qui fait que, notamment à l'adolescence, il devient en rébellion sourde contre tout ce qu'on peut lui demander. Que ce soit les ordres de ses parents au début, mais après, ça peut être les règles de ses parents, ce qui est plus embêtant. Et après, les règles aussi, ça peut finir par s'étendre aux règles, l'autorité du professeur, l'autorité de la police, l'autorité de tout ce que vous voulez. Et ça peut donner des enfants qui sont rebelles absolument à toute autorité. Et tout en se rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour voilà, commencer à monter les degrés de la colère, même si c'est évidemment quand des habitudes sont bien ancrées, c'est plus difficile. Et c'est plus facile de travailler avec les enfants sur cette question-là, mais ils encouragent vraiment en disant aussi, bah, c'est vraiment, on pourrait dire, un point clé où se voit la liberté grandissante de l'enfant et la manière dont l'enfant, en grandissant, euh, euh, utilise de mieux en mieux et développe de mieux en mieux sa liberté. Super. Merci beaucoup, Marie. Alors, je vais passer le point que nous avions prévu sur les adolescents. Mais s'il y a des parents d'adolescents, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot. On l'abordera peut-être dans un deuxième temps, parce qu'il est déjà 22 heures et qu'il nous faut conclure pour certains. Euh, alors, deux questions en une.
on peut avoir l'impression quand on a plusieurs enfants que, ils ont des réservoirs plus ou moins grands. Parfois, on a l'impression qu'il y a un enfant qui a un réservoir qui est presque un puits sans fond. Et puis, le fait justement d'essayer petit à petit, quand on a découvert, le langage, de chacun de nos enfants, que finalement, on leur parle différemment, ils le ressentent différemment, mais ils peuvent aussi peut-être ressentir, qu'on les aime différemment, mieux, plus et cetera, parce que justement il y a ce jeu de, comment dire? On joue un petit peu au polyglotte qui parle différents langages. Alors comment on peut arriver à gérer, ces différents langages et ces différentes tailles de réservoirs au sein de la fratrie? Oui, les différentes tailles de réservoirs, comme les différents langages, en fait, je pense que c'est le même, la même réponse. C'est-à-dire que, ce qu'il s'agit d'envisager, s'agit d'envisager, c'est vraiment l'enfant dans son besoin d'être aimé. L'enfant particulier, il y a une fois, c'est une de mes sœurs qui m'avait dit, il y a enfin que la Sainte Famille, il y a qu'un enfant unique. Et il y a quelque chose à apprendre de ça aussi, c'est-à-dire qu'un enfant est toujours un enfant unique. Et notre manière d'aimer notre enfant, c'est toujours l'aimer comme un enfant unique. Et si l'enfant a son réservoir plein, euh, il aura la liberté de voir que les autres ont les. Enfin, je pense qu'il n'y a pas cette question de la jalousie qui se pose. En revanche, l'enfant qui a un réservoir sans fond, ça Hem, ça non pas par rapport aux autres parce que, par rapport aux autres enfants, si eux-mêmes, voilà, sont bien dans ils auront pas de jalousie par rapport à un enfant qui demande plus de soins. Mais de fait, un enfant qui semble avoir un besoin d'aimer, qui n'a jamais assez de câlins, jamais assez de moments de qualité, qui a toujours besoin d'être valorisé, qui a toujours, besoin, qui a toujours besoin de comparer ce que son frère ou sa sœur a eu par rapport à lui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'envisager aussi comme un enfant unique et de se dire, bah, de quoi il a besoin et d'essayer de répondre au maximum à ce dont il a besoin. Et je pense que plus on affine notre regard, plus on arrive à répondre au mieux à son besoin. Hem, ce que je dois dire que le jour où j'ai pris conscience que mon fils, qui demande des câlins à n'en plus finir, était extrêmement sensible aux paroles valorisantes, alors que jusque-là, j'y faisais pas très attention, même si je le disais, hein, et que je fais attention que le matin, quand il se lève, quand je le récupère de l'école, quand, je le couche, quand je le gronde, j'utilise des paroles valorisantes. Et ben, vraiment, je vois que sa relation avec moi s'est améliorée et qu'il est plus en paix, quand je le gronde, qu'il sort plus vite de ses colères, qu'il sort plus vite de quelque chose qui n'est pas allé, parce que, voilà, grâce à Dieu, j'ai réussi à voir que oui, il semble avoir un réservoir beaucoup plus grand que les autres, mais il y a des choses plus efficaces aussi pour le remplir et que voilà, il faut travailler dans ce sens-là. Et que chaque jour, voilà, chaque jour on recommence. Chaque jour on j'ai vu apparaître une question sur les cadeaux. Oui, Hem, je parle là simplement, ils en parlent pas dans le livre de la comparaison des cadeaux. Je parle juste, parce qu'en mère de famille, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est un autre livre, qui vient de Canadiens, Faber et Maslich, qui s'appelle «Frères et sœurs sans rivalité». Et en fait, que ce soit la taille de la part de tarte, la taille du cadeau, la qualité du cadeau, n'importe quoi que les enfants vont mettre en comparaison et en compétition, de toujours, retourner la question hem, en disant: «Bah, voilà, lui, il a eu ça, toi, de quoi as-tu besoin?» Et en fait, quand l'enfant est renvoyé à son propre besoin, déjà, il sent que c'est important pour nous aussi que lui reçoive ce dont il a besoin, mais aussi, en fait, la compétition, elle diminue pas forcément complètement d'un coup. Elle s'arrête pas, du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui, voilà, peut s'apaiser petit à petit, grâce à cette manière de prendre en considération.
d'essayer de voir derrière ce qui a été dit et qui est irritant et qui est agaçant et qui est répétitif, d'essayer de voir derrière ce qui a été dit, en fait, le besoin de l'enfant, voilà, et d'essayer de répondre à ce besoin et non pas de lui donner la même part de gâteau, le même cadeau et le même. Mais simplement de lui dire, en fait, parfois ça désamorce. C'est pas magique, hein. Et même les langages de l'amour, c'est pas magique, au sens où c'est pas un coup de baguette qui du jour au lendemain change tout. Mais voilà, c'est aussi l'épaisseur de notre humanité. Ça prend du temps, ça demande du temps, ça prend de l'énergie, ça demande de l'énergie. Mais il y a quand même un chemin de croissance et un chemin de vie qui sont aidés par ces petits outils qui nous sont donnés. Merci Marie. En effet, c'est un petit peu la conclusion que l'on voulait donner et que je vais peut-être vous laisser redire parce que c'est tout un cheminement en fait. C'est le langage d'amour, de découvrir le langage d'amour de nos enfants. Alors, ça touche aussi un peu à nos propres limites. On peut aussi parfois se sentir un petit peu découragé parce qu'en effet, on a l'impression de chaque jour recommencer l'éducation de nos enfants. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion et peut-être de réconfort à dire aux parents que nous Oui, sommes? oui, alors il y a un peu le petit mot de conclusion de Ross Campbell est de dire bah, moi, ce qui m'a aidé, parce que j'ai trouvé ça parfois décourageant, parfois j'étais démunie. Alors bon, il est psychiatre, il est spécialiste des questions d'éducation, donc ça peut nous donner bonne conscience de nous sentir. C'est c'est que le Seigneur est avec moi. Et il cite Isaïe qui dit: «Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, je te l'affirme, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse.» Et cette parole, alors c'est par hasard que je suis retombée dessus, mais il se trouve qu'il y a quelque temps, je suis heureuse de pouvoir vous le dire. Il y a quelque temps, cette idée que je me sentais vraiment, vraiment devant les besoins affectifs de mes enfants, la manière dont je me disais, mais moi, je peux pas, enfin, je n'y arrive pas, je sais pas, il y a trop de choses à faire, trop de choses à observer, trop de choses à donner. Et en fait, j'ai enfin compris, pas simplement intellectuellement, mais comme dit Simone Weil, la philosophe, compris dans la chair, que le Seigneur me les avait confiés et donc que lui n'était pas inquiet de me les avoir confiés et et qu'il m'aidait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est peut-être pas inquiet, c'est parce qu'il est là. Euh, il m'aidait à faire de mes enfants des adultes heureux et qui peuvent apporter leur touche propre et leur qualité propre au monde et en faire des saints. Et depuis que je me dis chaque jour, le Seigneur va m'aider aujourd'hui à élever mes enfants, le Seigneur va m'aider aujourd'hui à remplir leur réservoir émotionnel, le Seigneur va m'aider aujourd'hui à gérer les colères d'un tel ou la jalousie d'un tel. Vraiment, je fais l'expérience que oui, le Seigneur m'inspire des gestes ou des paroles appropriées ou m'aide à pas me mettre en colère ou à trouver des ressources de patience que par expérience, je sais ne pas avoir par moi-même. Voilà, je pense que en fait, l'éducation, c'est une expérience de liberté et donc c'est une expérience d'impuissance. Ce serait dangereux de se sentir puissant par rapport à nos enfants parce que ça voudrait dire qu'on les dresse en fait. Ça voudrait dire qu'on les éduque pas à la liberté. Si on obtient d'eux les résultats qu'on attend exactement, euh, euh, peut-être que ce serait dangereux pour leur capacité après à user eux-mêmes de leur liberté. Euh, il y a vraiment dans cette impuissance quelque chose qui est de l'ordre de la réalité de l'amour et de la réalité de se dire que l'enjeu, en fait, l'enjeu de l'éducation, c'est pas que moi j'ai réussi, c'est que mon enfant soit libre pour aimer. Et que en fait, que l'enfant soit libre pour aimer, je suis là pour l'aider, mais c'est pas moi qui en ai c'est pas moi qui le maîtrise. C'est pas moi qui le possède, on pourrait dire. C'est seulement l'enfant et le Seigneur. Et donc voilà, c'est aussi avec cette, cette espérance-là que je pense on peut recommencer chaque matin et trouver chaque matin
la patience et l'attention nécessaire pour aider nos enfants à être heureux. Merci, merci beaucoup Marie pour ces beaux mots de conclusion. Alors, si vous avez des petites questions à poser à Marie, vous pouvez, vous avez deux petits onglets, un petit onglet questions-réponses, et je surveille aussi le chat. Juste en attendant de lire vos questions, nous vous mettons quelques éléments oui, voilà, éléments de bibliographie. Les livres dont Marie vous a parlé tout au long de notre petite Oui, donc discussion. le premier, Les langages de l'amour, c'est le premier qui est sorti, le plus général. Et l'année suivante, Le langage d'amour des enfants, sur lequel je me suis appuyée principalement ce soir. Et ensuite, vous avez ceux de Ross Campbell, du docteur Ross Campbell, qui sont ici aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder pour prendre quelques références si vous voulez approfondir un petit peu les sujets. Voilà les éléments de bibliographie que je voulais vous présenter. Et puis, peut-être toujours pour vous laisser un petit peu de temps si vous avez des questions, euh, je voulais vous annoncer aussi les prochaines conférences du RASO qui auront lieu là ces prochaines semaines. Alors, je ne vous les cite pas toutes parce qu'on en a encore pas mal d'ici la fin de l'année, mais je vous annonce notamment celle de mercredi prochain, 20 novembre, sur la loi sur la fin de vie, pour comprendre bien les enjeux et mieux agir. Voilà, sujet important. La semaine prochaine, avec Maître Erwan Lemoredec et Jeanne Amour, qui est une infirmière en soins palliatifs. Ensuite, nous aurons deux conférences de l'Avent, une le 28 novembre et une autre le 5 décembre, l'une avec Marie de Vara sur entrer dans le silence de la crèche, vivre l'Avent autrement pour vraiment faire de ce temps un vrai temps de préparation spirituelle. Et puis la deuxième, donc le 5 décembre, avec Sophie Mullenheim sur donc, le thème, c'est retrouver l'émerveillement et le sens profond de Noël à travers ses traditions. Voilà, Sophie a écrit un livre qui retrace beaucoup de belles traditions de Noël, des plus connues aux plus originales ou aux plus secrètes et tout aussi intéressantes. Voilà, ces deux conférences sont aussi en ligne sur le site du RASO. Il y a d'autres conférences professionnelles et puis nous avons aussi plusieurs rencontres soirées du RASO à Nantes, Paris et Lyon d'ici la fin de l'année. Voilà pour les événements dont je voulais vous parler. Je vois qu'il y a euh, il y a un joli mot d'une des participantes qui nous remercie, qui remercie Marie pour cette conclusion très encourageante, surtout après un mercredi plus ou moins facile avec les enfants à la maison. Alors oui, on fait exprès de mettre nos conférences famille, couple, éducation le mercredi parce qu'on sait que c'est la journée des mamans souvent le mercredi. Et donc voilà, nous espérons que vous êtes repartis avec plein d'énergie, d'entrain, de joie et d'espérance. Euh, alors, serait-il possible d'avoir en détail l'échelle de la colère de Ross Campbell? Je ne sais pas, Marie, si vous l'avez peut-être Oui, sous les yeux. alors en fait, je l'ai là. Donc là, ça ne va rien donner, hein. Hop, Non, voilà, parce qu'il y vous a, voyez, il y a la... ça monte d'en bas jusqu'en haut. Donc il y a 15 degrés dans l'échelle. L'échelle est, en fait, on part de tout en bas et on essaye de monter degré par degré sans sauter des degrés. Le tout en bas, c'est la manière de réagir et de vivre sa colère est négative. C'est les quatre derniers barreaux de l'échelle. Les quatre barreaux de l'échelle d'avant, c'est principalement négatif, mais il commence à y avoir des manières plus positives. Ensuite, c'est positif et négatif, et tout en haut, c'est une manière très positive de régler sa colère. Pour vous donner un exemple, le 15e degré, c'est ce qu'il appelle le comportement agressif-passif. C'est ce que j'ai décrit comme l'enfant qui est enfermé en fait dans la colère et qui va réagir même à la moindre demande qui paraît toute simple, va réagir avec colère et comme si on lui avait demandé la lune, qu'on n'avait pas le droit de le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment l'enfant enfermé dans la colère. Et la manière la plus positive, le premier barreau de l'échelle tout en haut, c'est agréable, cherche une solution, focalise sa colère sur sa cause réelle,
s'en tient à une plainte essentielle, mais formalisée, enfin verbalisée avec douceur, disons, et raisonne logiquement. Voilà, donc c'est la personne qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va chercher une solution paisiblement parce que quelque chose n'est pas allé. Et entre là, par exemple, le dernier barreau de négatif, il y a quelque chose qui est en progrès, c'est qu'il arrive à focaliser sa colère sur sa cause réelle et pas sur le monde entier, les parents en général, ses frères et sœurs, etc. Mais il reste désagréable, bruyant, il prononce des malédictions, ou nous on dirait peut-être plutôt des insultes, il détruit les biens d'autrui, il garde des propos excessifs, il a un comportement destructeur, etc. Et donc, entre chaque barreau, voilà, il y a des choses qui changent un petit peu en mieux. Si je suis principale si j'en suis, par exemple, l'entrée dans la case positive, c'est quand on se met à pouvoir raisonner logiquement par rapport à ce qui s'est passé. Euh, mais on reste, tant qu'on n'est pas dans le pleinement positif, c'est qu'on reste désagréable et bruyant. Voilà, et puis après, petit à petit. Alors, cette échelle, elle est à la page 152 du livre. Euh, donc, soit vous pouvez vous procurer le livre ou le consulter, regarder soit je peux plus tard, je ne sais pas s'il y a un Oui, alors c'est ce que partage. j'allais vous proposer. En fait, on peut. Alors, cette conférence va pouvoir ensuite être accessible en replay sur le site du RASO. Et pour ceux qui se sont inscrits à la conférence en avance, on envoie le lien vers le replay. Comme on envoie justement un email, on peut tout à fait. Peut-être qu'on peut faire une photo, Marie, Oui, bah, très de bien. Je l'échelle et vous puis je la enverrai mettrai en pièce jointe oui, je du vous enverrai message. la photo. Très bien. Super. Voilà. Bon, bah, Rémi, comme ça, on a répondu à votre question normalement. Euh, alors, je regarde, mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va conclure cette conférence. Marie, un immense merci pour votre présence et vos, comment dire, tous vos propos lumineux sur les langages d'amour de nos enfants. Je pense qu'on repart tous avec de bons outils. Merci à Merci. tous d'être venus ce soir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conférences du RASO. Bonne fin de mercredi à tous. Alors oui, j'ai un petit commentaire et c'est vrai, je rebondis sur le commentaire. Merci Marie pour votre excellent ouvrage, Les petites histoires, pour parler des langages de l'amour expliqués aux enfants, Histoire pour mieux aimer. Je rejoins le commentaire que nous venons de voir dans le chat. En effet, ça marche très très bien avec les Mhm. enfants, donc je vous le recommande. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai justement prêté à une autre amie et qui je lui avais demandé de me le Bah, rendre, mais je ne l'ai pas. je l'ai là. Euh, ah bah super, très bien. Il m'en reste un. Ah voilà, très bien. Non, mais ça fait. Oui. Là, ça y est, on voit exactement. Ouais. Super, très très. Alors, excellent livre avec donc, une petite histoire, un petit espace de dialogue avec l'enfant, avec des petites questions, et puis un point des parents. Voilà, la formule est excellente. Un grand merci Marie, merci à Merci à tous, vous. et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir.